Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne du 5 mai. Aujourd'hui, on vous parle radio avec les étudiants du collège de Benien qui s'apprêtent à donner un marathon radiophonique ce week-end les 6 et 7 mai sur la pelouse de l'Esplanade où ils vont donner des émissions en direct et en public. On en parle avec deux jeunes animatrices en herbe en plateau. En sport, on vous parle du bébé Seignon qui a joué son dernier match le 1er mai dernier. On fait le bilan de la saison avec le président du club Xavier Paredes et le joueur Malay Ndoye. Et en culture, Andrea reçoit dans le cadre de la fête de la danse la compagnie Elidé qui nous parle de son projet Scroll Down. Bonne émission. Les animateurs et journalistes en herbe de la radio scolaire du collège de Benien, Radio Cactus, se préparent à un marathon de 2 jours d'émission. Les 6 et 7 mai, les micros seront allumés depuis la pelouse de l'Esplanade et diffuseront en direct et en public de 8h à 18h. Comme chaque année, les élèves de Benien recevront des personnalités comme la conseillère d'État Rebecca Ruiz, les humoristes Johan Provenzano et Blaise Berzinger ou la chanteuse Fanny Depoule. En plateau, on reçoit 2 animatrices de Radio Cactus qui participeront ce week-end. Bonjour à toi Louison. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors après la radio, c'est la télé. Donc du coup, ça y est, vous devenez des stars. C'est parti. Oui, ça commence. Ça commence, très bien. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer le 6 et 7 mai? Enfin surtout, quel rôle vous allez jouer? Anaïs, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois préparer? Des chroniques, des interviews? Comment ça se passe? En fait, on doit faire un peu de tout. On doit faire un canevas déjà, pour commencer. Et après, on doit détailler tout ce qu'on doit faire. On doit faire l'horoscope, qui est un peu énervant à faire. T'aimes pas trop l'horoscope? Non, j'aime encore moins les news parce qu'il faut faire ça le jour même. Après, on doit préparer la chronique, qui est assez simple à faire, mais un peu long. Tu vas parler de quoi, toi, par exemple? Moi, je vais parler de Netflix. Ouais. Et de comment ça a été créé, par qui, etc. Et sinon, on a encore des interviews que ça sera d'autres personnes qui vont faire. Il y a aussi le reportage et puis après on aura encore les invités qui vont venir. D'accord. Louison, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous parler de quoi ces 2 jours? Alors, je vais déjà faire 1 heure d'animation aussi, je pense comme Anaïs, de 14 à 15 heures. J'ai prévu 2 interviews avec Catherine Sommer, donc la présentatrice de Mise au Point. Et émission de la RTS, ouais. Oui, et une personne locale et une chronique. Tu nous parles de quoi? Qui va parler du Covid en ce moment à l'école, aux universités, et puis un peu partout pour les étudiants. D'accord. Donc oui, donc vous êtes à la fois chroniqueuse et à la fois animatrice aussi, c'est ça. Et à chaque fois, vous êtes en binôme. Toi, Anaïs, tu vas interviewer qui? Moi, je vais interviewer Alejandro Reyes, qui est un chanteur qui représente la Suisse. Très bien, d'accord. Donc pas mal de travail en préparation. Comment vous vous préparez justement pour un direct comme ça d'émission radio? En tout cas, moi, nous, ce qu'on prépare, c'est qu'en classe, on va écrire, beaucoup préparer, puis se chronométrer pour voir si tout rentre dans le temps. Parce que nos heures d'animation, c'est 1 heure entière, donc il faut être sûr que ça aille. Et puis après, c'est vraiment la répétition pour pas bugger sur des mots. Pour pas bafouiller. Ouais, exact. Et puis après, normalement, ça va. D'accord. Et ça va, le micro, ça te plaît alors? Tu es à l'aise? Moi, j'aime bien, mais je suis toujours un peu stressée, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ça se voit pas, Louison? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais à part ça, oui, non, j'aime bien. Je suis contente d'avoir pris cette option à l'école. Ouais. Donc à l'école, du coup, on rappelle ce projet donc au collège de Benien est mis sur pied par le professeur Lionel Delettra. Qu'est-ce qu'il vous apprend justement, Anaïs, pour la radio? Il nous apprend en fait à avoir plus confiance en nous, je dirais, et aussi à être à l'aise au micro. Et puis ça nous aide en fait à être à l'aise pour des exposés ou des trucs basiques. Mais... À l'oral, quoi. Oui, exactement. Et c'est moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, même si j'arrive encore à bégayer encore un peu. Mais ça, c'est le métier qui rentre. Hein. Ouais, ça prend du temps. Bah oui. Et après, je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses, mais là, il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent en tête. Le direct, c'est un peu plus stressant qu'enregistrer, parce que d'habitude, avec Radio Cactus, vous enregistrez des chroniques, des interviews et tout. Là, de se dire que vous êtes en direct, en public? Oui, ça fait peur, en fait. Mais on a déjà pu tester l'année passée. À Lausanne, on a fait un direct, mais on s'est un peu vautré, je dirais.
mais en fait, on apprend de ses erreurs. Bien sûr. Puis on fait mieux, puis on révise mieux, et puis surtout, il nous apprend aussi à pas copier-coller ce qu'il y a sur Wikipédia pour les chroniques. Ouais. Et puis ça nous a pris du temps. Donc ça vous apprend un peu le métier de journaliste aussi. De pas prendre les mots tels quels qu'on retient comme information, mais de modifier et puis d'adapter à comment nous on parle. C'est quoi, Louison, le plus difficile pour toi et le plus facile avec la radio? Je pense, il y a la chose la plus difficile, en tout cas une des choses, c'est souvent quand on a des invités à faire de l'improvisation, réussir à sortir de notre feuille, puis à vraiment essayer d'établir quelque chose avec l'invité et réussir, et pas juste répondre par des réponses normales, ok, voilà quoi. Donc l'exercice de l'interview. Oui. Ce que je suis en train de faire là en fait. Exact. C'est ça. D'accord. C'est quoi que tu préfères toi, Anaïs, avec la radio? Moi je dirais que c'est vraiment être animateur. Parce que en soi c'est stressant, mais c'est vraiment, on fait à peu près toute la majorité du travail. Enfin, bien sûr, il y a encore la technique qui nous aide, etc. Ouais. Mais je dis autant au niveau de parole et tout. Et puis je trouve ça vraiment super chouette, c'est vraiment bien. Ouais. Vous écoutez la radio, vous? Louison, t'écoutes la radio, toi? Souvent dans la voiture, ouais. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Mais sinon, à la maison, on écoute, mais ça dépend, quoi. Des émissions de temps en temps, de la RTS peut-être, ou d'autres? Oui, de temps en temps, quand il y a des choses qui intéressent, ou mise au point, justement. Et puis, tout ce qui peut être intéressant. Il faut regarder les titres, et puis voilà, on verra après. Ouais. Anaïs, toi, t'écoutes la radio aussi, ou tu préfères aller sur YouTube ou sur Internet? Personnellement, je suis rarement en voiture. Du coup, tu conduis pas encore, quoi. Voilà, voilà. Et puis, j'utilise plutôt le bus, du coup, j'écoute plutôt ma musique à moi. Mais ça m'arrive quand je suis en route avec ma maman pour aller jusqu'au Tessin, c'est quand même 4 heures de route, donc on écoute la radio, oui. Et c'est plutôt cool, surtout pour les familles, etc. Moi, ça me plaît beaucoup. Radio Cactus, du coup, donc on comprend ce que ça peut vous apporter pour découvrir un métier, puis pour aussi vous exprimer à l'oral et dans vos exposés et autres. Mais Louison, est-ce que ça te donne envie de faire de la radio ou de faire du journalisme, toi? Je sais pas trop, parce que j'ai déjà des petites idées de métiers que je voudrais faire plus grandes. Tu veux faire quoi? J'ai plusieurs idées, mais c'est souvent dans le social, comme enseignante ou ASE, donc assistante socio-éducative, des choses vraiment en contact avec les gens. Mais là, ce que tu as déjà dans la radio, du coup. Oui, mais depuis que j'ai commencé la radio, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais je ne me suis pas encore vraiment beaucoup orientée là-dessus. Ouais, pour le plaisir, quoi, pour le moment. Exact. Anaïs, toi, ça te donne envie pour l'avenir ou pas? Moi, quand j'étais en 9e, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, même si j'étais pas encore vraiment à l'aise, mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais après, je me suis orientée plutôt sur l'éducation aussi. Ouais. Et puis là, j'ai signé mon contrat pour un stage d'1 an en tant qu'éducatrice. Très bien. Bon, et puis en attendant, pour le plaisir, vous êtes donc sur Radio Cactus. Et puis on le rappelle, les 6 et 7 mai, donc jeudi et vendredi, vous serez en direct de 8h à 18h. Alors vous ne ferez pas le marathon de 8h à 18h. Vous serez là à certaines heures spécifiques, ainsi que d'autres étudiants donc, du collège de Benien. Et puis Radio Cactus, on peut l'écouter, on le rappelle, sur radiobus.fm ou bien sur la FM 94.1 et en DAB+, aussi sur la région lémanique. Voilà pour toutes les informations. On vous souhaite du coup un bon marathon radiophonique, Anaïs et Louison. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur LRTV. Puis après la radio, ce sera la télé. Vous viendrez chez nous du coup. Je pense. Voilà. À bientôt les filles. Ciao. À bientôt. Le bébé Seignon a clôturé samedi dernier sa saison lors du dernier match contre Boncourt où il s'est incliné 71 à 88 pour le dernier match de ses championnats. Les basketteurs nyonnais le savaient déjà depuis un moment, ils ne disputeront pas les playoffs cette saison. C'est donc le moment de faire le bilan de cette saison 2020-2021. Le club a d'ailleurs annoncé ce matin le départ de son coach Alain Attala. On va revenir là-dessus, mais tout d'abord, bonjour messieurs. Xavier Paredes, tu es le président du club, salut à toi. Salut. Bienvenue sur ce plateau. Malay Ndoye, salut à toi aussi. Salut. Tu es joueur donc au bébé Seignon et puis top scoreur de la Ligue quand même, il faut le préciser. Je voulais savoir ton ressenti à toi sur ce dernier match. Déjà Malay, terminer la saison du bébé Seignon en LNA sur une défaite de plus, il n'y a pas un petit goût amer?
Oui, bien sûr, on voulait gagner ce match. On savait que c'était la dernière et qu'on n'allait pas disputer les playoffs. On voulait bien finir sur une bonne note, au moins clôturer cette saison qui était quand même un peu difficile, mais au moins on aurait pu gagner. C'était un match difficile, mais on est quand même revenu pas mal de fois dans le match avec des jeunes joueurs qui étaient sur le terrain. Maintenant, Boncourt, ils avaient besoin de cette victoire pour les classements apparemment. Donc, ils ont mieux géré les situations parce qu'on est revenus, ils ont refait l'écart. Mais on a tout donné et finalement, un peu plus d'expérience de Boncourt. Et voilà, c'est dommage, mais on a quand même tout donné. Ouais. Pour clôturer, on voulait quand même finir sur une bonne note. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. On peut pas... Vous étiez en difficulté aussi depuis 2 semaines avec aussi la blessure de l'Américain Amir Williams. C'était plus compliqué aussi sur ces derniers matchs? Oui, c'est vrai que depuis Amir était arrivé, on s'est adapté un peu à jouer avec lui, surtout dans la raquette. Même les systèmes de jeu, c'était une nouvelle dynamique. Ouais, une nouvelle dynamique. Donc, son absence, voilà, depuis le match contre Bâle, on a vu qu'il est important sur le terrain, surtout pour les rebonds, pour la dissuasion défensive. Ouais. Donc, sans lui, on avait beaucoup de... Par exemple, la première mi-temps, on a perdu beaucoup de rebonds sur le côté rebond offensif qu'ils ont pris, qui nous ont coûté des points. Donc, c'est vrai qu'il nous a manqué à la fin. Et voilà, on s'est battu avec les armes, comme on dit. Et c'est vrai qu'il nous a manqué sur ce match. Xavier est déçu de ne pas aller plus loin, de ne pas aller aux playoffs, j'imagine. Bien sûr, je pense qu'on est toujours des compétiteurs, donc c'est clair qu'on est déçus. Je pense qu'on aurait pu le faire, en plus l'équipe qu'on a eue. Alors on a eu des blessures, on a parlé de Amir, mais on a eu des blessures aussi en cours de saison, on a eu des quarantaines. Donc c'est vrai des cas Covid et tout ça, c'est compliqué. Quoi. Mais malgré ça, je pense qu'on aurait pu avoir l'ambition d'arriver à cette 8e place. C'est pas le cas. Alors, c'était pas l'objectif de la saison, donc voilà, mais c'est clair qu'on est toujours déçu quand on n'arrive pas à arriver à ces playoffs, que je pense qu'on aurait pu y arriver avec l'équipe qu'on avait. On se demande justement, au vu du classement, alors on le sait, le bébé Seignon est récent en LNA, en Première Ligue. Là, il est 9e et donc dernier de ce classement. Pour toi, Xavier, l'équipe du bébé Seignon avait les capacités d'aller plus loin et d'aller aux playoffs, ou bien tout simplement, il ne fait pas encore le poids face aux autres équipes? Non, je pense que l'équipe qu'on a avait les capacités de le faire. C'est clair que c'est difficile. Après, nous, on a aussi misé cette année avec garder nos joueurs suisses, garder vraiment notre base, rajouter 2 jeunes Suisses qui sont Amish Warden et Laurence Zocchelletti pour vraiment justement amener sur le long terme ce projet qu'on a. Donc, on a vraiment misé là-dessus avec Malek qui reste avec nous depuis plusieurs saisons. On a vraiment voulu avoir ce groupe constant et je pense qu'avec ce groupe-là, on pouvait ambitionner d'arriver à attribuer cette 8e place. Donc voilà, c'est clair que malgré qu'on ait moins de budget, je pense qu'on a quand même une équipe qui était très intéressante cette année, qui aurait pu faire mieux, et en tout cas qui a de très bonnes bases pour la suite. Ouais. Et avant de regarder vers l'avenir, toi Malay, quel est ton regard sur cette saison qui vient de s'écouler? On a dit compliqué, on rappelle aussi 22 défaites sur 24 matchs disputés, donc j'imagine pour un joueur comme toi, au niveau du mental, c'était compliqué match après match. Oui, c'était difficile, mais après, on sait que c'est vrai qu'on est tous des compétiteurs. Chaque match qu'on joue, on a envie de gagner. Mais c'est vrai que si tu enlèves les équipes comme Genève, Fribourg, il y avait des équipes comme Bâle, Lugano, Boncourt, on pouvait les rivaliser. Donc c'est ces matchs-là, plus que quand on les perd, ça fait mal parce qu'on sait qu'on peut rivaliser contre ces équipes, on a les armes pour les battre. Et souvent, contre ces équipes, on est soit devant ou c'est côte à côte. C'est quoi qui flanchait du coup? Ouais, ça se joue sur pas beaucoup de choses. Des fois des pertes de balles, des fois peut-être on peut dire... je ne vais pas dire manque d'expérience parce que quand même tout au long de la saison, les joueurs gagnent en expérience. Et après, peut-être c'est juste le fait d'aller chercher ces matchs. Tu vois, c'est dire que ces équipes-là, on doit les battre et aller chercher la victoire, quoi que ça coûte. Maintenant, c'est un peu ce goût-là de manque de finition contre ces équipes-là qui reste un goût de ta mère parce que je pense que ces équipes-là, si on les prend et on cherche au moins une victoire contre chacune d'elles, peut-être que là, on parle de 8e place. Malgré tout, Xavier, on a vu cette équipe du bébé Seignon, malgré toutes ces défaites, justement, on l'a vu tenir, en fait. Il y a un élan de solidarité, finalement, autour de cette équipe. Non, je pense que c'est ça. Voilà, on parle là, on a parlé du bilan comptable qui est décevant, mais après, je pense que sur le terrain, on a montré qu'on avait une équipe qui était forte, qu'on avait un groupe de joueurs qui était fort. Malay l'a dit, c'était difficile pour eux parce que voilà, il y a eu le Covid, il y a eu des défaites. Il y a eu des quarantaines, des blessures, et c'était dur de tenir. Et je crois que le groupe a montré que c'était un groupe qui était très fort collectivement, avec beaucoup de solidarité, comme tu l'as dit. Et je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est très positif. Les joueurs ont beaucoup progressé. On a des jeunes joueurs comme Laurence Zocchelletti, mais aussi comme nos Suisses, comme Titouan, comme Benoît. Tous ces joueurs qui ont continué à progresser.
Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que pour la suite, on a vraiment une base très intéressante pour Donc de l'expérience de gagner durant cette saison de LNA, quoi. Bah, c'est le but. Hein. On avait des joueurs, quand on est monté il y a 2 ans, qui n'avaient jamais joué pour la plupart une seule minute en Liga. Donc voilà, là, il a fallu qu'ils apprennent. Là, ils continuent à apprendre. Et je pense que le fait qu'ils aient eu beaucoup de temps de jeu cette année, avec les décisions stratégiques qu'on a prises au niveau du club, ça a permis justement qu'ils gagnent encore plus rapidement en expérience et puis qu'ils soient prêts après pour les années qui viennent. Il y a quand même eu du positif aussi. Il y a eu cette demi-finale en Coupe Suisse. Il y a eu plein de choses. Et il y a eu aussi Maley, top scorer à 40 ans, premier de la Ligue. Donc, je pense que c'est incroyable quand même le parcours que tu as montré durant cette saison aussi. Tu es content, j'imagine, aussi d'un point de vue personnel? Oui, c'est vrai que ça fait plaisir toujours d'être meilleur scoreur, top scoreur, on peut dire, comme de la Ligue. Après, sur la moyenne, bon, il y a peut-être Browns qui est devant le gars de Boncourt. Mais l'idée, ce n'était pas un objectif précis en début de saison. Parce que je pense qu'en début de saison, avec Nolan, je savais qu'il y avait quand même une charge de marquer des points qui faisait partie de mon boulot avec Nolan. Et aussi, il y avait Benoît qui peut marquer, Jeff. On avait pas mal de joueurs qui pouvaient marquer des points. L'idée, c'était d'équilibrer le jeu. Après, offensivement, j'ai eu beaucoup de réussite en début de saison. Et je pense qu'arrivé à une partie de la saison, je me suis dit, bon, c'est là, je suis toujours dans le top 3, pourquoi pas aller le chercher, parce que c'est un plus aussi pour le club. Et aussi, ça montre une image au moins que, voilà, on a gagné quelque chose, même si l'idée, c'est de gagner des matchs. Maintenant, c'est quelque chose de positif. À mon âge aussi, ce n'était pas prévisible en début de saison. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une équipe où les joueurs, quand même, que le coach, les systèmes ont été plus favorables à moi, mais aussi, bon, c'était un peu plus difficile vers la fin où les équipes se concentraient un peu plus sur moi. C'est ça aussi qu'on attendait pour que les joueurs essaient de se libérer. Et c'est ce que beaucoup de joueurs ont fait. Jeff, par exemple, on a vu qu'à la saison, il a eu une partie où il a marqué beaucoup de points. Et même Amish, Zoko à la fin, tu vois, c'est ça aussi l'idée que chacun prenne ses responsabilités, que la marque soit partagée. Des progrès individuels pour un progrès collectif au final. Que je peux marquer, mais c'est mieux aussi que tout le monde essaie de contribuer et qu'on a une marge un peu plus équilibrée. Xavier, c'est un atout, Maley, pour le bébé Seignon, j'imagine. Ah, bien sûr. Là, on a parlé de son côté individuel, mais c'est clair que c'est un joueur qui nous apporte aussi énormément. Il a énormément d'expérience internationale, dans les grands championnats aussi en France. Donc il nous apporte énormément, il apporte beaucoup aux joueurs. Donc pour nous, c'est clair que on a une très grande chance de l'avoir avec nous. Ouais. Et on aura la chance de t'avoir l'an prochain. L'an prochain ou pas, Maley? Non, mais ça, il faut poser. Xavier, ok. Xavier espère que Maley fera part donc, de la saison prochaine au bébé Seignon. En revanche, s'il y a une personne qui ne fera plus part de l'équipe, c'est le coach Alain Attala. Le bébé Seignon l'a annoncé ce matin donc, à la presse. Pourquoi, Xavier? Explique-nous. C'est une saison qui était un peu difficile. Hein. Alain, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup collaboré depuis maintenant 3 ans. Hein. Il a été à la base du projet. On a gagné le titre en Ligue B avec lui, donc c'était une décision qui était difficile, mais voilà, avec les discussions qu'on a pu avoir sur l'avenir, sur la saison, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de divergences sur le projet, sur comment on voulait mener le club, sur le budget, sur tout ça. Donc pour nous, ça devenait difficile de continuer dans ces conditions-là, avec toutes ces divergences. Donc pour le club, ça a été une décision un peu difficile à prendre, mais je pense qu'il est bénéfique à la fois pour nous, mais aussi pour Alain. Il faut changer en fait. Au bout d'un moment aussi, le coach, au bout de 3 ans, il faut renouveler, il faut avoir une fraîcheur aussi pour l'équipe, pour amener l'équipe plus loin. Oui, je pense que... Alors, une fraîcheur, moi je pense qu'on peut avoir un coach pendant 10 ans et que ça se passe très bien. Donc, pour moi, c'est pas obligatoire. Après, c'était plus dans le fait que voilà, nous, on se voyait pas aller une année de plus avec les différentes divergences qu'on avait d'opinion, hein, qui sont simplement des divergences d'opinion sur la construction de l'équipe, sur comment on veut continuer le projet, en fait, dans quelle optique on veut continuer le projet. Donc pour nous, voilà, c'était difficile de continuer. Et puis c'est pour ça qu'on a pris cette décision qui est difficile, mais je pense qu'elle sera bénéfique pour les deux parties. Vous avez trouvé un successeur déjà ou pas à Alain? Non, c'est un peu tôt. Pour l'instant, voilà, ça fait que 2-3 jours que cette décision est officielle. Donc non, pas encore. C'est clair que voilà, il faut qu'on commence à chercher. On aimerait bien trouver quelqu'un dans pas trop longtemps pour qu'on puisse vraiment commencer à préparer l'année prochaine dans les meilleures conditions. Mais non, pour l'instant, on étudie les différentes options et on n'a pas encore de remplaçant. Maley, un dernier mot. J'aimerais t'entendre. Quelle est la chose que tu retiens de cette saison? S'il y a un événement marquant, s'il y a quelque chose que tu retiens de cette saison, c'est quoi? Pour résumer la saison, c'est le comeback qu'on a fait contre Boncourt.
et qui a été mené par Titouan, par exemple, qui nous a marqué 2-3 points alors qu'il n'avait presque pas joué du match. C'est symbolique parce que ça montre que voilà, c'est les jeunes. Donc, et on est revenu, on est allé chercher cette victoire qui a montré que, comme l'a dit Xavier, l'équipe n'a pas lâché malgré cette saison difficile. Donc, même le match qu'on gagne contre Bâle, on va chercher ce match en prolongation. Donc, ce sont ces moments-là qu'il faut essayer de se rappeler sur une saison difficile. Et malgré tout ça, je veux dire, la hargne et aussi le fait que les joueurs soient ensemble, parce que je pense qu'une équipe qui vit ce genre de saison, en général, ça explose. Et même là, on voit le dernier match, tout le monde était ensemble, le comité, les joueurs, pour montrer que c'est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et moi, ce sont ces images-là que j'essaie de me rappeler de ce genre de saison. Ouais. Plus le côté positif que les défaites. Ouais. Xavier, on a le regard pointé vers l'avenir maintenant. C'est quoi l'objectif pour le bébé Seignon pour la saison prochaine? Maintenant on a fini, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on a déjà préparé la saison prochaine. Donc l'objectif c'est de se renforcer, on va prendre plus de risques financièrement. Cette année on a vraiment limité pour ne pas risquer d'avoir des pertes à cause du Covid et vraiment pouvoir ne pas endommager l'équipe sur le long terme. Donc a priori on va vers ce chemin-là. Maintenant l'année prochaine on va augmenter le budget, on va avoir normalement un étranger supplémentaire, on est en train de voir si on peut engager un suite d'expérience en plus aussi pour aider nos joueurs suisses en plus de ceux qu'on a aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de garder ce groupe qu'on a aujourd'hui, de si possible ne pas changer de joueur du groupe actuel. Si possible, garder Amir Williams aussi, l'Américain? Alors ça, c'est des discussions qu'on va avoir avec lui. Ça, c'est des discussions pour l'instant qu'on n'a pas encore eues. Il était blessé, on a fini la saison, donc c'est des discussions qu'on va avoir. Rien n'est décidé aujourd'hui, donc ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Mais en tout cas, le groupe de joueurs suisses, le groupe historique, on va dire, de Ligue B, dont Malay aussi fait partie, qui était avec nous, on veut vraiment garder ce groupe et puis rajouter des pièces en plus, 1 ou 2 pièces supplémentaires. Pour rester en Liga, donc. Alors ça, c'est sûr que Lyon reste en Liga, voilà. Ça, c'est sûr. Et puis espérer les playoffs l'an prochain. C'est clair que l'année prochaine, en tout cas, après, ça va dépendre aussi des équipes, et est-ce qu'on sera toujours 9 équipes ou pas, etc. Ça va dépendre de ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, l'objectif, ce sera d'aller en playoff, et même un peu plus haut. Je pense qu'avec quelques renforts, on peut même, avec la configuration actuelle, viser une 6e ou une 7e place du championnat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'être un peu plus ambitieux cette année maintenant, qu'on a un groupe qui a montré qu'il était très fort et qu'il a des grosses capacités. Avec 2-3 pièces en plus, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Xavier Paredes, tu es donc président du bébé Seignon. Merci Malay Ndeuil, tu es joueur au bébé Seignon, peut-être l'an prochain aussi, on l'espère, c'est ça. Merci beaucoup. On croise les doigts, merci à vous tous les deux d'avoir été sur notre plateau et à très vite alors. Merci. Salut. Beaucoup. Merci beaucoup. On bouge encore et toujours avec la fête de la danse. Et aujourd'hui, on s'intéresse au projet Scroll Down à voir à Rolle à 15h30 et 16h30 le 8 mai. On en parle avec les 2 artistes qui sont en lien avec ce projet. Sarah Buncic, Jacopo Guschetti. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement la danseuse et le musicien de ce projet Scroll Down. Sarah, comment est né ce projet ? Alors, c'est né quand, par hasard, je suis tombée sur un texte de Marc-Edouard Nab qui s'appelle Prophétie. Et en lisant ce texte, autant provocateur, sombre et cauchemardesque, c'était un peu pour moi comme faire passer plein d'images assez absurdes. Et ça m'a renvoyé à ces sensations que j'avais aussi lors des moments, des heures et des heures passées à faire du scrolling sur le téléphone, donc faire passer des images plus ou moins vite. Et à cette presque un peu angoisse quelquefois qui ressort de ces moments, cette solitude, même si on croit s'amuser là-dedans parfois. Et donc il y a le côté du geste et des émotions que ça crée. Et aussi, il y a l'influence de ces images qui se répètent en continu, que ce soit parce que c'est des mêmes images, que ce soit parce qu'elles se ressemblent entre elles, peut-être c'est le même filtre, peut-être c'est la même expression du visage, etc. Et voilà, donc c'est grâce à ces 2 points-là que je me suis inspirée pour les mouvements. Et donc vous avez mis en danse tout ça, Jacopo, votre rôle intervient là où vous mettez tout ça en musique finalement. Exactement. Comment vous avez fait ? Alors on avait déjà collaboré en fait sur une pièce précédemment avec Sarah. Et la collaboration s'est faite naturellement aussi, donc ça paraissait un peu comme une suite de cette première pièce sur laquelle on avait travaillé ensemble.
Et en fait, tout simplement, tout a démarré un peu de cette idée de scroll down, de répétition, où Sarah est allée piocher des sons sur Internet, les a intégrés à l'image, qui est aussi un des médiums principaux en fait, de cette pièce de danse. Et finalement, en me transmettant un peu ces sons à répétition qui se répètent, on est parti de là et on a construit sur cette base pour ensuite arriver à la fin de la pièce qui intègre une chanson, enfin vraiment de la musique qui a été composée pour la pièce. Ça s'appelle Scroll Down et on a justement un extrait, on regarde. Jacopo, une musique assez angoissante. Hein. La musique n'est pas là pour nous faire du bien, on a l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à moi de juger, mais en effet, oui, non, c'est ça. Ça rentre un peu dans cette... peut-être c'est ce qui fait écho au texte de Marc-Édouard Nab, qui est peut-être un peu angoissant. Et puis ensuite, ça évolue. Alors la fin, peut-être un peu plus musicale, plus mélodique. Ouais. Quel rythme vous avez donné justement à Sarah? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on a toujours cette idée un peu du musicien qui vient jouer avec une danseuse comme un pantin, peut-être. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez c'est plutôt l'envers, je crois. Je crois que c'est plutôt moi. Non. Je crois que c'est plutôt moi qui ai donné le rythme à Jacopo pour la création de la musique. Maintenant, je sais. Ouais, chaque moment est assez différent en fait dans la pièce. Donc, ouais, j'imagine que le projet a aussi évolué parce que ça fait un moment qu'il existe. Aujourd'hui, vous le présentez dans le cadre de la fête de la danse. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, en vrai, la création de Scroll Down, elle a commencé en 2019, en février. Sauf que... 2020. Sauf qu'après, avec le Covid, le confinement, etc., c'était un peu compliqué. Donc, on peut dire que ces derniers 2 mois, enfin, on a une pièce qui est prête. Et maintenant, on attend la suite. Voilà, on espère programmer ailleurs aussi, avoir un peu de place dans les théâtres. Quoi. Ouais, le fait de pouvoir justement danser, de pouvoir jouer ou de faire entendre sa musique devant un public, qu'est-ce que ça représente pour vous, Jacopo? Une sorte un peu d'accomplissement, en fait, d'un certain côté. Et puis... un vrai plaisir en fait de pouvoir la partager avec un public et au travers aussi de la danse avec Sarah. Donc ça c'est vraiment, disons, ça englobe 2 aspects en plus. La danse qui est justement au centre de cette semaine, de la fête de la danse. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette manifestation, Sarah? Je n'ai pas envie de paraître désespérée, mais je vois ça comme un cri à la population pour reconnaître la danse comme un métier. C'est vrai, il y a aussi des amateurs qui font des représentations, etc. Mais vraiment, c'est pour faire découvrir de plus en plus cet art à un plus vaste public de tout âge. Donc voilà, c'est un cri désespéré mais positif. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les danseurs, c'est encore difficile de faire reconnaître son art en tant que tel ici en Suisse? Quand même, oui, je trouve. Oui. Déjà, c'est tout un travail de subvention. Voilà, si on n'a pas les subventions, on n'a pas les dates dans les théâtres et vice-versa. Donc, c'est tout un peu une boule de neige. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se débloque, petit à petit, ça se débloque, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas reconnu souvent là, quand on me dit « Ah, tu fais quoi ?» Oui, chorégraphe et danseuse. Puis sinon, tu fais quoi dans la vie ? Voilà, c'est exemple du fait que c'est pas vraiment reconnu, quoi. Ouais, Jacopo, j'imagine que c'est des mots qui résonnent chez vous en tant que musicien. Oui, tout à fait, aussi. Alors, musicien, je ne sais pas si vraiment je mérite ce titre, mais c'est plus, j'ai dû faire aussi un choix dans ma vie à un certain moment. Est-ce que je me lançais plus dans la musique, où je partais sur une carrière un peu plus traditionnelle,
Et très vite, le pour et le contre a été pesé. Et c'est vrai que c'est très difficile. Ça demande beaucoup de courage. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui osent et qui font le pas. Ouais. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à pouvoir vous voir sur scène. Ça s'appelle Scroll Down et à voir donc le 8 mai à Rolle à 15h30 et 16h30. Jacopo, Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci pareillement. C'est tout pour la quotidienne du jour. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ce programme vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain sur NRTV.